Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales. Et avant de commencer, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Ahmed Lessine-Nassef. Vous êtes consultant international en gestion et en économie. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, on va présenter chaque reportage et vous allez faire vos analyses. On commence avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a examiné hier l'évolution du projet national de production agricole, le futur de l'Égypte, et a dirigé de continuer à réaliser les objectifs de ce projet stratégique dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation, contribuant ainsi à la création de milliers d'opportunités d'emploi. Salih Ahmed Yarashoucha nous donne les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni dimanche avec le Premier ministre Mustafa Madbouli, le ministre des Ressources en eau et de l'Irrigation Mohamed Abdel Ati, le ministre de l'Agriculture et de la Restauration des Terres Saïd El-Qusseir, ainsi que des responsables des forces armées, tels que le chef des forces aériennes Mohamed Abbas Hilmi, le conseiller présidentiel pour l'urbanisme Amir Saïd Ahmed, le chef de l'autorité de génie des forces armées Ihab El-Far et le directeur du projet futur de l'Égypte Baha'eddin Al-Ghannem. La réunion a porté sur le suivi de l'évolution du projet national de production agricole, le futur de l'Égypte. Le président Sisi a examiné la position exécutive et le développement des phases actuelles et futures de ce projet, notamment ce qui a été accompli en termes de superficie cultivée, la situation de l'approvisionnement en eau et en électricité, ainsi qu'en tout ce qui concerne l'infrastructure du projet. Sisi a dirigé de continuer à réaliser les objectifs de ce projet stratégique dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation, contribuant ainsi à la création des milliers d'opportunités d'emploi, donnant une forte impulsion au système national d'industrialisation agricole et renforçant la stratégie de l'État visant à augmenter la proportion des terres agricoles à travers la République, surtout qu'elle est située au sein du projet agricole géant Le Nouveau Delta. Le président a également examiné les détails de l'avancement des travaux avec les volets infrastructure et la position exécutive d'un certain nombre d'autres projets agricoles au niveau de la République, surtout dans les gouvernorats de Beni Souef et Menia, qui à leur tour représenteront une valeur ajoutée au marché alimentaire égyptien. Je vous rappelle que notre invité, M. Ahmed Lessine-Nassef, vous êtes consultant international en gestion et en économie. Alors, l'évolution du projet national de production agricole, baptisé Le futur de l'Égypte. Comment vous trouvez ce projet? Je pense que c'est une priorité énorme, si j'ose dire. C'est une priorité de sécurité nationale égyptienne qui est numéro 1, 2, 3. Si on jette un coup d'œil très rapide et on retourne jusqu'à 1977, quand on a eu une initiative dirigée par le Banque mondiale pour changer les prix de blé, on a eu quelques turbulences dans le pays et le gouvernement à ce temps-là a annulé la décision. Et aujourd'hui, si on voit ce qui est en train de se passer dans le monde, pas en Égypte, et ça c'est quelque chose de très intéressant. On a essayé et l'administration présente a fait un travail et un boulot super excellent pour garder des relations diplomatiques qui sont très robustes et très bien pratiquement avec tout le monde. Mais ce qu'on n'a pas pu prévu, personne n'aurait pu, c'est le conflit militaire qui est entre l'Ukraine et la Russie aujourd'hui. Les deux pays, ils représentent sont deux pays majoritaires quand ça vient à l'importation surtout du blé pour l'Égypte, et les deux sont en conflit.
grâce à Dieu et un très bon planning par l'administration, on est couvert pour 9 mois, les 9 mois prochains. On est bien sécurisé avec un stock stratégique du blé. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Si on trace les lignes entre ce qui s'est passé en 1977 et ce qu'on est en train de, le monde est en train de subir aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'est impératif qu'un pays assez large que l'Égypte ait une self-dépendance, qu'elle soit autonomie quand ça vient de sécuriser quelque chose comme le blé. Aujourd'hui, on n'est pas encore là. Et d'ici, on peut comprendre l'importance stratégique qu'un projet pareil a. On doit sécuriser, on ne peut pas être menacé par des turbulations internationales qu'on n'a rien à faire avec, okay? Mais qui, d'une façon ou l'autre, touchent directement à notre sécurité alimentaire comme pays. On a vu plusieurs articles qui parlaient dans l'Économiste, Arts et pas mal d'autres publications qui ont parlé de ça. Qu'est-ce que sont les implications de la guerre ou le conflit militaire qu'on est en train de voir entre la Russie et l'Ukraine vis-à-vis de l'Égypte. L'Égypte et l'Afrique. Et ça... c'est pas, comment dire, j'essaie de trouver un mot diplomatique ici, c'est pas très joyeux ce qu'on est en train de lire. C'est un peu sombre. Donc, l'importance qu'on a pour qu'on soit à 100% capable de se nourrir, c'est aussi simple que ça, et d'une priorité gigantesque pour l'Égypte. Et là, l'administration est en train de travailler très agressivement sur ce projet. Et j'espère que dans les quelques années qui viennent, on va être self-indépendant de l'agriculture, des produits agriculture et surtout les produits stratégiques comme le blé, par exemple. Ouais. C'est futur de l'Égypte. Voilà, c'est ça le grand titre. Bien sûr, c'est l'alimentation. Absolument. Pas seulement l'Égypte, de n'importe quel pays. Bien sûr. Et on ne peut pas toujours dépendre sur quelqu'un d'autre. Ça doit rester chez nous. Surtout les matières d'importance stratégique, voilà. Ouais, absolument. On va passer à notre deuxième sujet, c'est concernant la ministre de la Coopération internationale, Rania El-Machot, qui a déclaré hier que l'investissement et le développement du capital humain étaient au premier rang des intérêts du gouvernement égyptien et constituaient également un axe de travail majeur avec les partenaires de développement multilatéraux et bilatéraux. La déclaration de Mme El-Machot a eu lieu lors de l'inauguration du premier forum national pour l'avenir du travail en Égypte, organisé par l'Agence allemande de coopération internationale pour le développement, sous le slogan « Nous travaillons ensemble pour l'avenir ». Salih Hamadi Rachoucha. L'investissement et le développement du capital humain étaient au premier rang des intérêts du gouvernement égyptien et constituaient également un axe de travail majeur avec les partenaires de développement multilatéraux et bilatéraux. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Coopération internationale. Le gouvernement renforce ses relations stratégiques avec les partenaires de développement multilatéraux et bilatéraux à travers le cadre de la coopération internationale et du financement du développement, a ajouté Rania El-Machot. Ce cadre de la coopération internationale et du financement du développement repose sur 3 grands principes. La plateforme de coordination conjointe, l'adéquation des fonds de développement avec les objectifs de développement durable de l'ONU et la promotion des histoires de développement de l'Égypte, a-t-elle indiqué lors du forum en présence de l'ambassadeur d'Allemagne en Égypte, Frank Hartmann, et le président de l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques, Khairi Barakot. Ce forum s'est tenu sous l'égide des ministères de la coopération internationale du plan, du développement économique, de l'éducation et de l'enseignement technique et de la MAM, ainsi que de la CAPMAS.
M. Ahmed, l'investissement dans le capital humain, qu'est-ce que ça veut dire? Pour simplifier l'histoire ici, on est en train de prendre les termes de comptabilité, si vous voulez, et on est en train de les appliquer sur la structure de la population égyptienne, ou n'importe quelle population généralement. Donc, pour l'Égypte, on est en train de croître avec une vitesse et une cadence très importante. On est pratiquement en train d'ajouter un petit pays chaque année. Ça, c'est énorme, énorme. Okay? Et là, on a le choix. Ou que ce qu'on est en train d'ajouter, ça devient un capital ou ça devient une liabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Un capital, ça veut dire c'est quelque chose, c'est un investissement qui fait rentrer ou ajouter de la valeur pour une société ou pour une société comme l'Égypte. Et de l'autre côté, c'est le contraire. C'est quelque chose qu'on doit payer pour, donc liabilité dans la comptabilité, c'est un terrain, une machine que je suis en train de financer ou payer pour une dépréciation ou quelque chose pareil. Qui pèse sur l'économie du pays. Absolument. Donc l'idée, le logique ici, c'est que la croissance qu'on est en train de subir comme pays, comment on peut le transformer à être un capital qui ajoute de la valeur pour l'Égypte et surtout l'économie. Et là, c'est très important de voir qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette augmentation, si on peut le contrôler, on peut le contrôler peut-être, mais ça ne va pas changer grand-chose. On est en train de croître par presque 2,5 millions par an. Si même on réduit ça par 25%. Oui. Mais même si on le réduit par 25%, qui est très ambitieux, presque non réaliste, okay, on va quand même croître par 2 millions par an, qui reste énorme, Donc, comment on va prendre ce chiffre très important et comment on va le transformer en capital qui va aider le pays. Donc ça rentre dans l'éducation, et l'éducation, je ne veux pas ici dire seulement l'éducation normale, partir dans les écoles, mais aussi la formation professionnelle que les gens qui sortent sont en train d'être placés dans des endroits ou des travaux qui peuvent ajouter de la valeur. Comme le président a parlé il y a quelques semaines, et sans mentionner des spécialités, le système peut-être qu'on a en Égypte, c'est très souvent qu'on trouve quelqu'un dans une faculté, à l'université, qu'il ne l'aime pas vraiment, et deux, et ça c'est beaucoup plus sérieux, que ça n'a pas vraiment de la demande sur le marché du travail. Exactement. Et ça c'est très dangereux, parce que là, c'est une deuxième fois, cette personne avec un diplôme dans quelque chose qui n'a pas d'opportunité de travail, il va devenir une liabilité. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va travailler? Comment il va gagner sa vie? Comment il va former une famille? Donc tout ça, ça devient de plus en plus, ça ajoute aux défis que le pays a aujourd'hui. Et notamment, ce sont des défis économiques surtout. Donc là, ce qui est très important, c'est la transformation de chiffres importants qu'on est en train de croître avec annuellement, les transformer, l'expression qui a été utilisée quelquefois, au lieu d'avoir 2 millions de bouches, on peut avoir 4 millions de mains travaillantes. C'est ça l'idée. Okay. Donc, comment il Par peut... contre, ce n'est pas de la faute du citoyen, c'est de faire des études et ne pas trouver du travail. Je crois que c'est la faute du gouvernement qui n'a pas fait, c'est le rôle du gouvernement, qui n'a pas fait le planning. Qu'est-ce qu'on a besoin? Alors, on précise le nombre dans chaque faculté. Je pense que c'est un peu partagé entre les deux.
Moi, personnellement, j'ai un avis qui n'est pas très populaire, mais je pense que le gouvernement égyptien est trop généreux avec la façon dont on donne l'éducation universitaire. Je ne suis pas au courant de n'importe quel pays au monde qui offre gratuitement, gratuitement, et tu peux, même si tu fais pas bien, tu peux doubler, tu peux redoubler. Donc on trouve des gens qui ont passé 8 ou 10 ans. J'en connais 14 et 16. Voyez, et ça, là, on doit s'arrêter une minute et se demander, est-ce que vraiment cette personne, est-ce que c'est un bon investissement? Est-ce que cette personne n'aurait pas pu faire quelque chose d'autre qui est plus productif pour lui-même et secondairement pour la société? Donc, un, on est trop généreux. Et deux, la personne quand même, je pense que ces jours-ci, avec la technologie, avec la connaissance qui est un peu partout, c'est pratiquement sur le bout de nos doigts, il a une responsabilité. C'est trop facile de dire « Ah, moi je me laisse ». Ils m'ont choisi de se spécialiser dans quelque chose X ou Y, je ne vais pas le nommer pour ne pas fâcher quelqu'un. Et ok, tant pis, j'ai rien trouvé de travailler avec. Je pense quand même que ça ne peut pas être aussi facile que ça. Des deux je côtés, pense que c'est partagé surtout entre les deux. Avec la culture des gens. Que, par exemple, il y a une culture en Égypte que voilà, il faut être soit ingénieur, soit médecin. Alors tout le monde est ingénieur et médecin. Ou essaye. Ou essaye. Mais ça reste comme toute loi de l'économie. Dès qu'on a un peu trop ce qui est offert, le prix baisse. Donc c'est beaucoup mieux de se spécialiser sur quelque chose qui peut ne pas être médecin ou ne pas être ingénieur, mais qui veut être beaucoup plus rentable pour la personne et ainsi de suite pour la société. L'éducation technique, les gens ne se précipitent pas vers ces domaines. Pourtant, ce sont des domaines qui sont très demandés. Absolument. Et en plus, c'est très souvent, parce que dans une de mes capacités, j'ai vu ce qu'il y a aux États-Unis et en Allemagne. Il y a pas mal des écoles polytechniques qui sont pour 2 ans. Donc c'est beaucoup plus rapide. Oui. Et ça donne des formations vraiment très précises que la personne, dans le bout de 2 ans... très sophistiqué, très avancé. Super, et il peut aller faire quelque chose. Je pense qu'on est un peu aussi relaxé. Par exemple, si on est en Amérique, aux États-Unis, vous avez besoin d'un plombier ou quelque chose pareil pour faire quelque chose chez vous à la maison. C'est pas n'importe un mec qui vient. Et ils ont comme un permis. Et il y a des conditions, y compris que la personne a eu un genre d'éducation dans une de ces polytechniques. Et si on est un peu beaucoup plus relâché ou relaxé sur ce domaine. Donc si jamais on avait quelque chose pareil, je pense que ça aurait poussé un peu dans cette direction. Mais ça reste une question très importante que moi, personnellement, je pense que c'est la personne lui-même qui doit prendre en main son destin, si vous voulez, et il doit viser ce qu'il veut faire dans sa vie. Et ça commence, normalement, ça doit commencer un peu tôt, hein, à 16-17 ans. Et là, il pourrait avoir une petite vision, et il peut toujours demander, se renseigner un peu, même avec de ses proches et tout, pour savoir qu'est-ce que je peux faire. Très bien. Je passe à notre troisième sujet pour ce soir. Il s'agit des droits de la femme qui sont devenus une réalité grâce aux efforts de l'État égyptien et des femmes égyptiennes elles-mêmes dans les domaines des sciences et du travail et leur ingéniosité dans la mission sainte de protection de la famille et l'éducation des enfants. C'est une déclaration de la part de l'épouse du président de la République, Madame Intisar. Si, on va regarder ce reportage signé Salih Ahmed et Yarashoucha et puis on va expliquer ce sujet ou bien analyser ce sujet.
Les droits de la femme devenaient une réalité grâce aux efforts de l'État égyptien et des femmes égyptiennes dans les domaines de sciences et du travail et leur ingéniosité dans la mission sainte de protection de la famille et l'éducation des enfants, a déclaré l'épouse du président de la République, Mme Intisar el-Sisi. S'exprimant sur sa page sur les réseaux sociaux, Mme el-Sisi s'est dite ravie d'avoir assisté mardi dernier à la cérémonie icône de la femme égyptienne à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, en présence d'une élite de femmes qui confirme que la femme constitue le fondement clé de notre nation et que le développement et le progrès de toute communauté sont étroitement liés au degré de prise de conscience et de culture de la femme, ce qui a été effectivement réalisé selon elle. Au cours de la dernière période, l'Égypte a pu prendre des mesures régulières pour la réalisation de l'égalité et de l'autonomisation de la femme. L'Égypte souhaite coopérer au niveau international et régional en participant à toutes les initiatives liées à l'autonomisation des femmes et à l'amélioration de leurs conditions. L'Égypte souligne l'importance d'améliorer la participation des femmes d'une manière effective aux négociations et à la construction de la paix en faisant tout son possible pour mettre en œuvre l'agenda des femmes, de la paix et de la sécurité. Le développement et l'avancement de toute société sont mesurés par le taux de son développement culturel, moral et cognitif, étroitement lié au développement de la culture et de la conscience des femmes, ainsi qu'à leur contribution active à la construction et au développement de la société. Le processus de la lutte de la femme se poursuit pour obtenir le droit de vote, exercer tous les droits politiques, le droit à l'éducation et d'occuper tout poste et emploi public. La femme égyptienne a prouvé, à travers les générations et tout au long de la grande histoire égyptienne, qu'elle fait une partie essentielle dans l'équation de la nation et un partenaire à part entière dans toutes ses batailles, guerres et défis. À l'occasion de la Journée internationale de la femme et en même temps de la situation de la femme en Égypte, c'est clair que la femme égyptienne a eu beaucoup de droits à cette époque. Quels sont les droits que la femme a acquis durant cette période? Pour commencer avec, je pense qu'on regarde quelques chiffres. On a historiquement, ces jours-ci, le nombre plus important, le plus grand nombre de ministres femmes. C'est vrai. On a qui sont très compétentes, il faut dire. Absolument, ouais. Absolument. Parce que être femme ne veut pas dire que c'est où vous êtes compétent ou vous êtes une femme. Non, elles sont vraiment aussi forts. Responsables partout dans le monde qui ne sont pas compétents, c'est ce que je veux dire. Si ce n'est pas plus fort que des hommes. La deuxième chose, la représentation dans les deux parlements. Ouais. Et on a une deuxième fois, on a un record quand ça vient du chiffre. Et ce qui est très très nouveau, pour la première fois de l'histoire de l'Égypte, on a une femme comme juge. Et donc là, c'est une expression très très claire de les acquis des femmes, de la femme égyptienne avec l'administration présente en 2022. La femme est 50% de la population. Ce n'est pas une chose intelligente de négliger 50% de n'importe quelle population dans le monde. Il y a une capacité énorme pour la femme et c'est comme on est en train de doubler la capacité de l'économie, de la société, pratiquement dans tous les domaines. Je me rappelle ici un mot que Najib Mahfouz avait dit. Prix Nobel. Absolument. Celui qui ne respecte pas le rôle de la femme, j'aimerais bien que son enfance est refaite une deuxième fois avec sans sa mère. Donc vraiment, la femme... C'est excellent, c'est génial cette phrase. Absolument. Ouais. Et là, ça dit tout, hein, parce que la femme est tout. Elle est la mère, elle est la fille, elle est l'épouse. Donc on ne peut pas vivre dans les moyens âges et dire ah, c'est de l'homme, ça c'est trop victorien, comme on dit. Donc
la femme est maintenant en train de subir, de travailler dans pratiquement tous les domaines avec l'homme. Et je pense que l'Égypte, c'est un exemple super dans la région, soit le Moyen-Orient ou l'Afrique, pour le rôle de la femme qui est en train de évoluer pour qu'elle soit capable de prendre la place qu'elle mérite vraiment dans la société. C'est vrai. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque pour que la femme ait vraiment ses droits? Je ne parle pas en Égypte seulement, je parle en général au monde, parce que la femme n'a pas vraiment tous ses droits partout dans le monde. Je me rappelle une autre parole. Je ne veux pas nommer la personne, c'est une femme. Elle est une présidente d'une très grande multinationale qui a été demandée une question presque pareille. Et donc, qu'est-ce que vous pensez maintenant que vous êtes la plus grande? C'est seulement quand je vais avoir des femmes qui ne sont pas assez intelligentes comme chefs d'entreprise, PDGs, c'est là où je pense que l'égalité va être mise en place. Très bonne réponse. C'est-à-dire, non, mais ça veut dire que la femme doit déployer beaucoup plus d'efforts que l'homme pour avoir un poste qu'elle mérite. Jusqu'aujourd'hui, la vérité, c'est que oui. Et un peu, c'est pas seulement en Égypte, c'est un peu partout dans le monde. Partout. Il y a un cas assez important. Elle est toujours devant le tribunal contre une de très grands magasins, en gros, en Amérique, qui a affaire avec l'inégalité des salaires entre femmes et hommes. Et je pense que ça, c'est un sujet très important, parce que si on a quelqu'un qui fait le boulot comme il doit le faire, et il est mesuré par les mêmes mesures, et on a les mêmes expectations de sa part, je pense que c'est seulement juste qu'il soit payé également. Je pense que ce qu'on a dans l'Ouest, et on n'a pas ça encore en Égypte, l'idée qu'on a des hommes qui restent à la maison parce c'est eux qui font le ménage, si vous voulez. Et ça se passe très souvent, surtout avec les sociétés du technologie, qu'on voit ça, parce que la femme, elle touche pratiquement 10 millions de dollars par mois, et quelqu'un doit garder la famille. Et si c'est pas elle, même si elle est mariée à quelqu'un qui est très bien, mais il ne touche pas autant de l'argent. Donc la famille fait une décision jointe que l'homme reste à la maison, c'est lui qui s'en charge se charge des enfants de tout, et c'est la femme qui va bosser. Je pense que ça, c'est un peu loin pour notre culture, pour répondre à votre question, mais peut-être qu'un jour, on va le voir se passer en Égypte. Mais ça, le problème, c'est que on trouve que c'est dans les pays occidentaux qui sont, ou bien qui prétendent avoir le plus de droits pour les femmes, que la femme, beaucoup de fois, elle touche moins de salaire que l'homme de la même carrière, du même poste. C'est ça un gros problème. Oui. Pourtant, dans nos pays, par exemple en Égypte, ça n'existe pas. Ça existe moins. Pour être tout à fait honnête. Ouais. Ça existe, mais c'est très souvent que c'est moins. C'est pas aussi flagrant qu'on le voit quelquefois dans des pays occidentaux. Et l'excuse qui a été utilisée, que la femme souvent a besoin de s'arrêter pour maternité pour 1 an ou 2 ans, quelque chose comme ça. Mais une deuxième fois, si elle est attendue à livrer les mêmes résultats et faire le même boulot comme un homme, donc je pense que c'est seulement juste ou correct qu'elle soit payée comme un homme. Voilà. Pour finir, comment vous voyez la situation de la femme aujourd'hui en Égypte? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est satisfaite ou bien il reste à faire? Il reste toujours à faire. Ce n'est pas la fin du chemin, mais on a fait un parcours qui est très important. J'ose dire que la femme égyptienne, si elle n'est pas la première dans la région, le Moyen-Orient et l'Afrique, elle est sûrement parmi les premières dans les droits
et la capacité de travail. Il y a des choses à faire, on n'est pas parfait encore, mais on est en cadence avec une vitesse très importante. Sur le bon chemin. Absolument, absolument. Je vous remercie beaucoup, M. Ahmad El Essien. Je rappelle que vous êtes consultant international en gestion et en économie. Je vous remercie pour toutes ces analyses et explications. Chers téléspectateurs, on se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Direct. Au revoir.